L'ère des greffes n'a commencé qu'il y a 40 ans. Avant, c'était des tentatives qui étaient tout à fait prématurées et qui ne donnaient rien du tout. Mais il y a 40 ans, il s'est produit un événement très curieux. En particulier, c'était en 1952. Je sortais d'une garde, moi, d'interne en chirurgie, et en ouvrant le journal, je vois une nouvelle tout à fait exceptionnelle. Et on racontait en effet que quelques jours auparavant, c'était fin décembre, quelques jours auparavant, sur un chantier de construction, un jeune apprenti maçon était tombé d'un échafaudage et s'était grièvement blessé. Il avait été amené à l'hôpital, on avait découvert qu'il avait une hémorragie importante dans le ventre, on l'opère, on trouve que c'est dû à un rein déchiré. La seule solution possible, car on ne pouvait pas arrêter ni réparer le rein, ça a été de l'enlever. Évidemment, on pensait que cet enfant, avec son autre rein, pourrait survivre facilement, et on était tout heureux quand, dans les suites opératoires, on s'est aperçu que cet enfant n'urinait pas. Alors, étant donné l'urgence, on n'avait pas eu le temps de faire des examens. Ce qu'on fait montre que l'enfant n'avait plus de rein. Il était né avec un rein unique. Alors évidemment, dans ces conditions, il était perdu. Et sa maman, désolée, effrayé, se confier au chirurgien en lui disant « mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Alors, à côté du chirurgien, j'avais un jeune étudiant en médecine qui dit « moi, ça se passait à Beauvais, moi je suis à Paris pour mes études, et là, je suis dans un service où il y avait un médecin qui parlait de la greffe du rein. » Ah, la maman dit « mais parfait, la greffe du rein, il faut absolument faire ça à mon fils. » Le chirurgien lui dit « écoutez, ce jeune homme peut peut-être se faire valoir, mais la greffe du rein, ça n'existe pas, moi, j'en ai pas entendu parler. » Mais la maman insiste tellement qu'on l'emmène à Paris. Et là, c'est le professeur Amburger qui m'a raconté cette histoire. Il m'a dit, oui, oui, d'abord nous étions le 24 décembre, il était 5 heures de l'après-midi, je m'apprêtais à sortir du service, et puis on me dit, non, non, monsieur, il y a une maman qui voudrait vous parler. Je la reçois, elle m'explique son histoire. Je lui dis, madame, c'est vrai, je m'occupe de cette question, car j'ai dans mon service des jeunes gens qui meurent de défaillance rénale irréversible. Et j'ai pensé aux bases théoriques de l'opération, et j'ai même convaincu les chirurgiens de mettre la technique au point. Seulement tous nos essais ont été sans succès. Je dois vous confier, dit-il, qu'une fois nous l'avons essayé il y a 2 ans, sur 2 malades, 2 jeunes femmes, et nous avons pu leur greffer les reins d'un condamné à mort qui avait donné son corps à la science. Et ça n'a jamais réussi. Alors je ne peux pas vous offrir une opération qui ne marche pas. Mais la maman insiste tellement que cette nuit-là, cette nuit de Noël, où tout peut arriver, eh bien, dans l'hôpital, on ouvre une salle d'opération, on y met 2 tables. Et sur l'une, on endort la maman, on s'était assuré qu'elle avait 2 reins qui marchaient bien. Et une équipe de chirurgiens commence à l'opérer, libérer un de ses reins et préparer à couper les 3 conduits qui relient le rein à l'organisme, l'artère, la veine et le conduit qui élimine les déchets, l'urine. On termine l'opération, on ramène l'enfant dans son lit. Ça fonctionnait. Le lendemain, évidemment, tout l'hôpital apprend la nouvelle. Et le surlendemain, quand les journaux réapparaissent après les fêtes, eh bien, c'est là que j'avais trouvé l'article à ma sortie de garde. Et bien sûr, ça a soulevé une émotion considérable et on a demandé au directeur de l'hôpital, comme on le fait maintenant, de communiquer sur la santé du jeune garçon. Car ce jeune garçon avait défrayé la chronique, on ne parlait plus de son nom. C'était Marius Renard, la première greffe du rein en France, disait-on. La première semaine, tout a été très bien. Et ça continuait. La deuxième semaine aussi, si bien que finalement, on pensait que c'était tout à fait extraordinaire. La troisième semaine, le rein fonctionnait toujours. Alors les médecins ont cru qu'ils étaient tombés sur un cas particulier et ils envisagent de faire sortir Marius de l'hôpital. Le 21e jour, me dit le professeur Amburger, le volume des urines diminue puis ça s'arrête complètement. Et tous les examens qu'on a faits ont montré que ce rein qui marchait parfaitement, quelques heures auparavant, avait cessé définitivement de fonctionner. Et malgré tous nos efforts, dit-il, Marius Renard est mort. Échec. Échec médiatisé, comme on dirait maintenant. Alors, le professeur Amburger décide d'arrêter en disant « nous ne sommes pas encore prêts scientifiquement ».
Mais de partout viennent des messages, des dépêches, des lettres en disant « mais si, continuez, c'est formidable », etc. Continuez, mais il fallait savoir pourquoi. Ça n'avait pas marché. Le professeur Hamburger avait une idée. Et il s'était aperçu que l'organisme ne tolère que ce qui est à lui. Il appelait ça le soi. Et pour ce qui est du non-soi, des organes étrangers, eh bien, elle ne les tolérait pas. D'ailleurs, c'était dû à une propriété de l'organisme qui nous sauve la vie. Car à tout instant, il y a des milliards de microbes, et l'organisme les reconnaît comme du non-soi, les attaque, les détruit et les rejette. Mais il ne fait pas la différence avec un greffon qui va sauver la vie. Il le prend pour un gros microbe, il l'attaque, il le détruit, il le rejette. Et c'est ça qu'on appelle le rejet des greffes. Rejet, réaction de l'organisme à un corps étranger. On cherche déjà à avoir des corps non étrangers. Ce que vous me dites tout à l'heure, la compatibilité. On ne pense qu'au groupe sanguin à l'époque. Mais ça ne suffit pas, puisque le petit Marius était du même groupe sanguin de sa maman. Alors on cherche d'autres choses, et à ce moment-là, un hématologiste, un transfuseur, comme il se disait, Jean Dosset, au cours de transfusion, s'aperçoit qu'il y a des réactions comme si on s'était trompé de groupe. Il se dit qu'il y a peut-être d'autres groupes que les groupes sanguins des globules rouges. Et il cherche. Et il trouve sur les globules blancs, là aussi, d'autres antigènes, comme on disait à l'époque, qui expliquent ces accidents-là. Mais là, il n'y avait pas 2 antigènes A et B comme dans les groupes sanguins et 4 groupes. Et il y avait des dizaines et des dizaines, si bien que le nombre était innombrable. La première observation que j'ai faite, c'est en 1952. Et j'avais mis sous le microscope des leucocytes d'une personne et le sérum d'une autre personne. Et j'ai vu apparaître des énormes agglutinats, comme ça. Et je ne savais pas ce que c'était en réalité. Et alors, il s'est avéré très rapidement qu'il s'agissait de groupes, que certaines personnes avaient des antigènes et d'autres personnes d'autres antigènes. Alors, le premier groupe que j'ai décrit était en 1958, c'était le groupe MAC. Et puis le système, je l'ai décrit seulement en 1965. Vous voyez que c'est une longue histoire. Et effectivement, à ce moment-là, en 1965, j'ai appelé des volontaires par la presse pour faire des greffes de peau. J'ai fait des centaines de greffes de peau, surtout en prenant la peau chez les enfants et le mettant chez le père. Et comme ça, je l'ai montré l'importance capitale des groupes pour la transplantation. À peu près en même temps, nous faisions l'étude des groupes des opérés du rein, qui étaient les premiers à cette époque-là. Et j'avais vu qu'il y avait une différence dans la survie des greffes en fonction de la compatibilité. C'était une grande découverte qui a permis non seulement les transplantations, mais qui a ouvert la voie de l'immunologie cellulaire qui n'existait pas à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on connaissait les anticorps après vaccination, etc. Mais on ne connaissait pas les mécanismes de rejet et d'immunité dus aux cellules lymphocytaires et autres. Donc, et puis ça a été aussi permis à une autre chose philosophique, c'est-à-dire qu'on démontrait de cette façon que l'homme était unique, qu'il n'y avait pas de deux individus, même les jumeaux vrais, avaient des différences. Donc j'ai lancé le slogan « L'homme est unique ». Il faut savoir pourquoi l'organisme réagit comme ça. Qu'est-ce qui tue les greffons? Eh bien, ce sont les tueurs de microbes, ce sont les globules blancs du sang. Et il essaye des substances qui diminuent, si j'ose dire, le dynamisme des globules blancs du sang. Et il trouve des dérivés de la cortisone, des corticoïdes. Et puis voilà qu'il lit un jour un article où un camion français, bien après la guerre de 14, où il y avait eu lieu des lancers de gaz toxiques, un camion français s'était renversé dans un virage, il y avait des fûts qui étaient tombés, et de ces fûts s'était échappé un gaz toxique, l'hypérite.
Il y avait eu des badauds, des conducteurs, ils avaient été gazés, on les mène à l'hôpital. Ils vont très bien, au bout de 15 jours, ils sortent. Mais pendant leur séjour, le nombre de leurs globules blancs était descendu, puis était remonté à la normale. Donc il se dit, dans l'hypéris, il y a peut-être quelque chose. Il cherche et il trouve, avec son ami, un médecin, lui, du Rhin, qui était travaillait avec lui, il trouve que ce produit s'appelle l'azatioprine. Et en 1960, voyez-vous, 8 ans après, eh bien voilà que avec ces deux produits, cortisone et azatioprine, René Cusse et ses collaborateurs, Marcel Legrain, son médecin, réussissent les premières greffes du rein avec des donneurs qui n'étaient pas compatibles en dehors des groupes sanguins. Eh bien, voyez-vous, à cette époque, 2 étapes ont été franchies. La technique chirurgicale, ben ça, c'est toujours la même et c'est la plus facile à mettre au point. Il suffit évidemment de couper les conduits qui relient l'organe chez le donneur et de les réimplanter, de les raccorder chez le receveur. C'est pareil pour le poumon, bronche, artère, veine, pour le cœur, aorte, artère pulmonaire et les veines, pour le foie, très difficile le foie. Pourquoi? Parce que soit ce sont des petits conduits, comme le canal de la bile, qui n'est pas plus gros qu'un crayon, soit, et encore plus petit que ça, soit l'artère hépatique qui est aussi petite. Et finalement, ce sont des sutures très délicates. Ou alors ce sont des gros vaisseaux, des grosses veines mais très fragiles, comme la veine porte qui amène le sang au foie, ou les veines hépatiques qui amènent le sang du foie au cœur. Eh bien, c'est une opération très longue. Autrement, les techniques sont relativement simples. Mais la deuxième étape, c'était la maîtrise du rejet. Et ça a été plus difficile. D'ailleurs, en 1960, la technique du traitement anti-rejet, immunosuppresseur comme on dit, n'était pas tellement extraordinaire quand même. Et toutes les autres greffes qui ont été traitées, d'autres organes qui ont été essayées, n'ont pas réussi. Y compris même en 1967, la première greffe du cœur par Chris Barnard, d'après les travaux de Shumway. Eh bien, toutes ces greffes n'ont pas donné des vraies survies à long terme parce que le traitement n'était pas au point. Et il a fallu attendre la découverte d'un chercheur suisse de chez Sandoz, à partir de la terre d'un marécage norvégien, pour trouver un produit dans un champignon, un micro-champignon, un produit qu'il a appelé la cyclosporine, et qui a permis à ce moment-là de réussir les greffes, non seulement du rein, du cœur, mais de tous les autres organes, qui à partir de 1982 ont pris un essor considérable. Les labos pharmaceutiques ont joué 2 rôles. Sandoz en particulier, qui a découvert la cyclosporine, a été tout à fait remarquable. Parce que d'abord, ils ont continué la recherche dans d'autres domaines, en particulier sur les inconvénients que créait la cyclosporine. Ils nous ont donné beaucoup de renseignements, d'informations qui nous ont permis de limiter les problèmes. Et d'autre part, parce qu'ils ont apporté un soutien financier important à toute la promotion du don d'organes en particulier. Ils ont fait des films, ils ont fait des manifestations et nous ont aidés, en particulier dans certaines manifestations. Ils ont apporté un financement pour un accompagnement médical, etc. Donc, moi, ce que je sais de Sandoz a été tout à fait remarquable. Les autres, je ne sais pas, je ne les ai pas suivis aussi bien que Sandoz à l'époque, mais je pense que la plupart des grands laboratoires pharmaceutiques qui ont un lien quelconque avec la greffe soutiennent les greffés et la promotion du don d'organes, oui. Après les succès des greffes de rein, dans les années 1960, 65, etc., il y a beaucoup de gens qui ont cherché à mettre au point les techniques des autres greffes. Greffe de foie, par exemple, en 1963, et même avant, en 1960, Shumway aux États-Unis, avec son élève Lower, W-E-R, eh bien Shumway avait mis au point la technique
chirurgicale de la greffe du cœur, qui est encore celle qu'on emploie actuellement. Non seulement ça, mais il avait trouvé aussi le moyen de lutter contre le rejet du cœur. Vous allez me dire, si on sait lutter contre le rejet du rein, c'est pareil. Non, c'est pas pareil, parce que quand on fait un traitement anti-rejet, on ne le met pas au maximum. Si on le mettait au maximum, on détruirait les défenses de l'organisme contre tous les microbes. Donc, on ne le fait que quand il y a des crises de rejet, c'est-à-dire quand l'organisme d'un seul coup se met à faire un rejet aigu. Donc à ce moment-là, il faut prévoir le rejet avec des petits signes et puis tout de suite augmenter les doses, et dès que le rejet est jugulé, eh bien on revient à une dose d'entretien qui est beaucoup moins importante et qui permet au greffé de surmonter la plupart des infections. Donc il a mis au point ça, et il a mis 7 ans à avoir des chiens greffés au bout qui vivaient 2 ans après leur greffe. À ce moment-là, on lui dit, alors, allons-y, pourquoi vous n'y allez pas? Pas parce qu'il fallait prendre un cœur battant, vigoureux. Et ça, c'était quand même un symbole qu'on pensait difficile à faire admettre par le public. Et là, nous avons eu la chance, si j'ose dire, d'avoir un garçon que je connaissais bien parce que j'avais passé 1 an aux États-Unis avec Shumway et Lower, à l'époque où nous étions jeunes gens, pour apprendre la chirurgie à cœur ouvert. Et Barnard, qui était rentré, lui, en Afrique du Sud, était revenu 10 ans après, donc c'était en 1957, il est revenu en 1967, et là, il a été voir son ami Shumway, et il a vu les reins greffés, les cœurs greffés, par contre. Et lui, il s'est dit, il faut y aller. Et le 3 décembre 1967, il a osé prélever le cœur battant d'une jeune fille morte dans un accident automobile et le greffer à un de ses malades qui était mourant dans son service d'insuffisance cardiaque. Et il a osé et il a réussi. Et alors, la crainte qu'on avait d'une réaction défavorable du public a été complètement effacée. Ça a été au contraire considéré comme quelque chose d'extraordinaire. Le seul problème, évidemment, de Barnard, ce qu'il n'a pas dit, ce que j'ai fait là, c'est mon ami Shumway qui me l'a appris. Mais enfin, il a eu quand même cette audace et c'était nécessaire. Alors, Shumway, à ce moment-là, a été libéré et il a commencé une série exceptionnelle. C'est lui qui a fait tous les progrès dans la greffe du cœur en particulier. Et je lui téléphone un jour et il me dit « Mais qu'est-ce que vous attendez, vous, alors ?» Je dis, bah oui, Norman, vous m'avez, depuis quelques années déjà, recommandé de m'entraîner au laboratoire. On l'a fait avec mon ami Gérard Guérodon. Mais, si, allez-y. Alors, Gérard Guérodon connaissait très bien le cardiologue de la Salpêtrière. Nous étions à La Pitié. Il avait été son élève. Et M. Faquet nous présente des malades qui étaient mourants. Ils survivaient 3 ou 4 jours ou une semaine plus tard, c'était dramatique. Donc on n'avait pas le temps de pouvoir avoir un donneur. Et pourtant nous étions à côté de 2 services de neurochirurgie où malheureusement il y avait des gens qui mouraient dans les suites et qui pouvaient être des donneurs d'organes. Sauf un jour où, c'était donc le 26 ou 27 avril 1968, où Gérard Guérodon me dit ben, voilà, en neurologie, il y a une famille qui vient de perdre, un jeune homme et qui accepte de donner des organes. Et là, je suis tombé sur une jeune femme qui venait de perdre son mari. Ils avaient 18 mois de mariage, c'était épouvantable. Et je dois dire qu'en lui parlant, j'ai pensé plutôt à la réconforter qu'à parler d'organes. Mais le neurochirurgien qui était là a été formidable. En quelques mots très simples, il l'a convaincu de penser aussi au cœur. Et c'est ce qu'elle a fait. Alors, nous avions tellement répété ça, c'était tellement ancré dans nos gestes, dans notre esprit, que finalement l'intervention s'est déroulée d'une façon tout à fait normale, tout étant dans la technique. Donc, moi j'ai prélevé le cœur de ce pauvre homme qui était mort, et pendant ce temps-là, Gérard Guérodon a opéré le malade, M. Roblin, et il lui a mis une circulation intracorporelle pour pouvoir enlever le cœur sans arrêter la circulation sanguine. Et quand j'ai amené ce cœur du donneur, qui était tout petit, à la place d'un énorme cœur dilaté qui battait presque plus chez le receveur, on s'est dit, mais ça ne va jamais marcher, il est trop petit ce cœur. Alors, on a fait évidemment la technique qu'on avait répétée 1000 et 1000 fois. Et puis, quand tout a été fait, que les sutures ont été finies, le cœur était arrêté et pour le faire repartir, on a donné un choc électrique.
Là, évidemment, c'était l'angoisse, parce que est-ce qu'il allait repartir et est-ce qu'il allait assurer une circulation suffisante? Eh bien, paf, un premier battement, un deuxième battement, et voilà qu'il repart comme une petite mécanique avec une tension artérielle normale et un électrocardiogramme parfait. Alors là vraiment, là ça a été vraiment un choc. Ça, je dois dire quand même que, moi je ne peux pas dire qu'on n'y croyait pas, mais de voir ça, c'est extraordinaire. J'étais avec mon ami Léon Schwarzenberg, qui était un cancérologue bien connu, mais qui connaissait le traitement anti-rejet, et qui était là pour nous aider. Et quand il a dit ça, il n'y a que lui qui a parlé, il a dit « c'est beau ». Et ça a été extraordinaire. Malheureusement, notre greffé a été bien pendant quelques jours seulement. Et puis, comme il avait été longtemps au lit, il avait des caillots dans les veines du mollet. Et comme la circulation a pas été efficace, ça a chassé dans le poumon, il a fait une embolie pulmonaire mortelle. Mais enfin, ça a été quelque chose d'extraordinaire parce que on a eu quand même confiance dans la méthode et il a fallu quand même attendre quelques années encore pour qu'on puisse avoir un traitement anti-rejet qui n'était pas merveilleux, mais qui donnait quand même 7 ou 8, enfin je veux dire 5 ou 6 survies sur 10, et parfois des malades qui ont vécu jusqu'à 5 ou 6 ans après leur cas. Je me souviens, on avait un Guadeloupéen qui, au bout de 2 ou 3 ans, où il allait très très bien, a dit: est-ce que je peux passer un mois de vacances à la Guadeloupe chez mes parents? On dit: oui, mais attention, il va falloir faire ça, puis vous nous téléphonez pour noter tout ça. Très bien, au bout d'un mois, il revient, ça avait été parfait, et il nous demande la même chose l'année d'après. On dit: oui, d'accord, d'accord. Et là, il n'est pas revenu. Et alors, on l'a appelé, il dit: oh, ben, j'ai appris à mon médecin à faire le traitement anti-rejet, puis ça va très bien. Et il a vécu pendant 8 ans comme ça. Donc, vous voyez, heureusement, de temps en temps, il y a des bonnes surprises. Mais il a fallu que j'attende 1982, où Shumway a expérimenté la cyclosporine pour pouvoir l'obtenir à mon tour. Et alors, obtenir là, des résultats, c'était 8 malades sur 10 qui allaient bien. C'était extraordinaire. Et à ce moment-là, ça a été l'essor de toutes les autres greffes. Et à ce moment-là, ça s'était pratiquement arrêté en France. On était un des seuls centres à le faire. Et voyant ça, nos autres collègues chirurgiens cardiaques m'ont appelé en me disant: est-ce que tu crois qu'on peut faire ça aussi? Alors évidemment, les Anglais avaient fait le contraire. Ils avaient dit non. Il n'y a que 2 ou 3 centres qui auront le droit de faire des greffes. Moi, je pensais que c'était complètement idiot et qu'il fallait, au contraire, laisser tout le monde. On n'avait pas travaillé pendant 12 ans pour garder ça pour nous. Et donc, on a aidé tous les collègues qui ont voulu. Et ils ont eu des résultats tout à fait excellents aussi. Et ça, je crois que ça a été la plus grande joie de notre équipe. La greffe du foie, d'abord, c'est quelque chose d'extraordinaire, la greffe du foie, parce que je dois vous dire que moi-même, je ne pensais pas que c'était réalisable. Et quand j'ai appris qu'un Américain qui s'appelait Tom Starzl, qui est vraiment le pionnier de la transplantation de foie, l'avait réalisé, ça a été comme un rêve, je n'ai pensé qu'à le faire. Alors, j'ai commencé à travailler au laboratoire en 1972, ici à l'hôpital Paul Brousse, et la première greffe chez l'homme a eu lieu en 1974. C'était quelque chose d'épique. On a mobilisé tout l'hôpital, plus de 100 personnes. On avait construit une chambre stérile. Je crois que c'est ça. Les pionniers ont fait en définitive toujours beaucoup trop par rapport à ce que l'on fait par la suite. Ça se simplifie. Mais au début, c'est toujours très difficile, hasardeux, on ne sait pas où on va. Voilà, et puis alors, on a continué à en faire, pas beaucoup, 1 fois par an. Pour vous dire, entre 1974 et 2004, nous avons fait 21 transplantations hépatiques. Pourquoi? Parce que, d'abord, on n'avait pas d'immunosuppresseurs, la cyclosporine n'existait pas, on utilisait des fortes doses de corticoïdes qui étaient très mal tolérées par les malades, dans le sens des complications secondaires qu'on avait, et surtout les malades étaient graves, parce que les résultats n'étaient pas bons. Donc, c'est ça qui est difficile dans le début d'un nouveau traitement, c'est qu'on commence avec des malades qui sont les malades les plus graves, pour lesquels l'échec est acceptable par la famille, par les médecins. Alors automatiquement, on commence avec des cas, si j'ose dire, perdus.
Et c'est très difficile. On commence par le plus grave. Et en plus, la technique n'était pas au point. On avait des complications techniques, des complications dues à l'absence ou à un traitement immunosuppresseur inadéquat. Ceci pour vous dire que dans toutes les greffes, c'est la même chose. Les débuts ont été difficiles. Il a fallu, je crois, beaucoup de courage pour toute l'équipe. Et en ce qui me concerne, je n'ai jamais eu, je dirais, un scepticisme de la part de l'équipe, des médecins, des infirmières, des chirurgiens qui étaient... on avait une volonté commune, on devait réussir. Et petit à petit, eh bien, on est arrivé. Je dis bien, petit à petit, on est arrivé. Et lorsque, en 1984, la cyclosporine est apparue, si j'ose dire, le premier traitement immunosuppresseur, ont été prêts dans la grande aventure qui était à ce moment-là le développement. Mais il a fallu presque 10 ans de mise au point. Alors après, c'est plus facile, parce qu'on avait dépassé 50% de bons résultats, c'est-à-dire environ un malade sur 2 vivait l'année, ce qui n'était pas le cas avant, et automatiquement, on a eu des meilleurs malades. Donc, je dirais, des malades plus faciles à opérer, avec moins de complications. On a donc amélioré les résultats. Et c'est une sorte de cercle vicieux à l'envers, cercle, je dirais, de bonheur, qui a fait en sorte que petit à petit, les résultats s'amélioraient. Après notre première greffe, effectivement, on a pu se demander, puisque ça avait été un échec, et qu'en 68, cette année-là, il y a eu 100 greffes dans le monde. Et il n'y a qu'une seule personne qui a survécu au-delà de 18 mois, c'était Emmanuel Vitria, notre Marseillais, bien connu. Donc, 1 sur 100, évidemment, les statistiques ne sont pas bonnes et la plupart se sont arrêtés. Nous avons continué pour 2 raisons. La première, c'est que Chamouet, qui était mon ami, m'a dit il ne faut pas abandonner. On y arrivera. Si on abandonne, personne ne va nous aider à trouver un traitement anti-rejet comme il faut. Et donc, il faut continuer. Et la deuxième, ça a été que justement, Emmanuel Vitria vivait. Et par conséquent, il nous disait, mais il ne faut pas désespérer. Et puis, je dois dire que nous avons été, à cette époque, nous avons aidé plus les malades à mourir qu'à vivre. Je m'explique. Ils arrivaient avec l'espoir fou de pouvoir avoir une greffe et de guérir. Et même quand ils ont vécu que quelques mois, quelques années, la famille nous disait après, continuez, vous savez, parce que tous les matins, on a apprécié cette survie. C'est pour ça que finalement, on n'avait pas l'impression de faire un travail totalement inutile. Et puis surtout, on pensait justement que ça stimulerait les recherches pour un meilleur traitement. Voilà en ce qui concerne les débuts. Mais moi, ce que je retiens, c'était la recherche permanente d'innovation, quelquefois même de bricolage. Ça faisait désordre. Ça faisait désordre. Mais c'est le désordre qui est créateur. Quand on est trop dans les règles, on ne peut plus créer. Il fallait ça. Et je crois que maintenant, où tout s'est organisé, tout est réglé, je ne sais pas si on aurait pu faire tout ce qu'on a fait. L'atmosphère qui a présidé pendant 1 année ou 2 au laboratoire Ferle-Greffe était une exaltation fantastique parce qu'on savait qu'on travaillait pour un avenir brillant des transplantations. On entrevoyait les conséquences remarquables sur le plan thérapeutique, mais aussi sur le plan physiologique et de compréhension du système d'immunologie de l'homme. La transplantation, c'est devenu une activité qui n'est plus une activité héroïque, comme au début de la greffe. C'était une activité qui était faite par quelques pionniers qui prenaient quand même des risques importants. Ils le faisaient bien sûr au bénéfice de leurs malades et heureusement qu'ils ont fait tout ce travail. Mais aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est devenu une activité de routine, c'est pas vrai, parce que c'est toujours une activité en urgence avec toute une logistique qui est très importante, qui doit se mettre en œuvre pour que la greffe puisse se faire. Donc ça reste
une activité qui est lourde et difficile à organiser, mais enfin, elle est quand même beaucoup plus sûre pour les patients qu'il y a quelques années. Quand on regarde les courbes de survie des greffes par organe, on se rend compte qu'il y a une amélioration considérable pour les patients transplantés. Pour vous donner un chiffre, aujourd'hui, dans certaines indications de greffe du foie, nous avons 92% de malades vivants à 10 ans. À 10 ans. Ce qui est tout à fait exceptionnel. Il n'y a pas d'opération pour des maladies graves qui donnent d'aussi bons résultats. C'est tout à fait extraordinaire. Actuellement, en moyenne, si on prend toutes les indications en matière de greffe du foie, on est aux alentours de 70% à 10 ans. C'est-à-dire que 7 malades sur 10 sont vivants à 10 ans alors que tous devaient mourir. Normalement, ils mourraient dans l'année. C'est ça la sélection du candidat à transplantation, avoir une maladie grave du foie mortelle dans l'année ou dans les 2 ans à peu près. On peut penser que les greffes de cœur ont une survie, en prenant année par année, à 1 an, à presque 80, 75, 80%. À 5 ans, 60% à peu près. Et à 10 ans, à peu près 45%. Bien sûr, les autres, après, c'est plus rare. Mais enfin, des opérés de Shumway, il y en a qui ont vécu depuis plus de 23 ou 4 ans. On essaye, nous, à l'agence, en tout cas, de faire passer l'idée que les greffés sont des gens qui ont une véritable amélioration de leur espérance de vie. C'est vrai pour le rein, vous savez qu'en moyenne, on a une espérance de vie beaucoup plus importante une fois qu'on est transplanté que quand on est en dialyse. L'espérance de vie est bien meilleure. Ces 5 dernières années, on a augmenté de 30% le nombre de prélèvements. C'est quand même considérable. Cette année, en 2005, on a fait 4200 greffes d'organes. C'est la première fois qu'on dépasse le seuil des 4000. Et rien que pour la greffe de rein, qui est la greffe la plus importante sur le plan numérique, on en a fait plus de 2500. On peut dire donc que les chiffres sont bons. Quand on regarde le nombre de patients greffés, ça augmente et ça augmente bien. Mais c'est au prix quand même de beaucoup de difficultés encore, notamment au niveau du recensement et du prélèvement des personnes qui sont en état de mort encéphalique. Et donc, nous, on continue nos efforts dans ce domaine. En France, nous avons près de 10 000 personnes qui sont inscrites sur les registres de l'Agence de biomédecine qui contrôle la transplantation de tous les organes. Et on peut à peine en greffer 3, 4, 5 000 au maximum. Pourquoi? Parce que, évidemment, prélever actuellement un greffon ne peut se faire que sur quelqu'un qui est mort. Mais une mort très particulière, parce qu'on ne peut prélever chez quelqu'un un greffon sain que chez quelqu'un qui meurt en pleine santé. Alors, si on est en pleine santé, on ne peut pas mourir. Mais si, parce que malheureusement, il y a des circonstances où un seul de nos organes est détruit. Mais celui-ci, on ne peut pas le remplacer encore, c'est le cerveau. Et quand le cerveau est détruit à la suite d'un traumatisme, d'un anévrisme, d'une hémorragie cérébrale, eh bien, on est mort. Mais curieusement, nos organes ne s'arrêtent pas de fonctionner tout de suite. Pourquoi? Parce qu'en particulier le cœur. Le cœur, évidemment, qui est un muscle, qui normalement est commandé par le cerveau, par l'intermédiaire des nerfs. Mais le cœur a un petit cerveau dans sa paroi qui lui permet de battre tout seul, de donner une impulsion. Donc le cœur bat. Il pousse le sang dans les poumons. Ah, ça, les muscles respiratoires, eux, ne marchent qu'avec le cerveau. Mais on a la respiration artificielle maintenant. Et par conséquent, on peut faire ventiler les poumons. Donc le sang est oxygéné et nourrit tout l'organisme. Et c'est comme ça que nos organes peuvent fonctionner. Oh, quelques heures seulement, parce que le cerveau commande également toute la chimie du corps. Et quand tout cela est déréglé, tout s'arrête. Ce sont quelques heures qui sont extrêmement précieuses pour pouvoir prélever, car c'est le seul moment où on peut prélever des organes sains et vigoureux pour les greffes. Seulement, il faut comprendre comment ça se passe, les circonstances. C'est une famille qui vient de perdre à la suite des drames que je vous explique, une hémorragie cérébrale brutale, un accident de la voie publique, un attentat, une balle dans la tête, un suicide, vient de perdre un être cher. Et elle le retrouve, non pas à la morgue, devant un cadavre froid, inerte, livide, mais en salle de réanimation, où il apparaît respirer, c'est l'appareil, où il est chaud, il est rose, car le sang circule. Comment voulez-vous qu'une famille puisse admettre la mort? Et comme on leur demande, évidemment, on leur demande si le défunt n'avait pas, n'était pas contre le don d'organes, mais en réalité, c'est elle qui va décider
Elle peut dire, non pas je, mais il ou elle ne voulait pas. Eh bien, un tiers, un peu plus d'un tiers des familles disent non, c'est évident. Ils disent pas non au don d'organes, ils disent non à la mort parce qu'ils ne peuvent pas le croire. Mais tout ce tiers qui manque m'a fait que finalement, on manque beaucoup d'organes dans notre pays. Dans certains établissements, le taux de refus est aux alentours de 15-16% et dans d'autres, il avoisine 60%. Alors pourquoi on a cet éventail très large? Je pense que, d'après les études que nous faisons, il y a deux causes principales. La première, c'est que la réaction de la famille, quand on va lui poser la question de savoir si le donneur de son vivant s'était opposé au prélèvement, cette réaction va être plus ou moins facile, suivant la façon dont la personne décédée a été prise en charge dans le service de réanimation. Si le contact entre la famille et les médecins de réanimation a été bon et que la famille est persuadée que vraiment tout a été mis en œuvre pour que la personne soit sauvée, mais que bon, effectivement, il est mort et il faut qu'il soit bien conscient, que ce soit dit très clairement, que cette personne est morte. C'est une mort encéphalique, on maintient son cœur artificiellement en état de battre, donc c'est un concept un peu difficile à comprendre. Donc je crois que les familles ont besoin qu'on leur dise la vérité, et la vérité c'est que cette personne est morte. Et à partir du moment où le contact a été bon, où il y a eu une transparence entre l'équipe de réanimation et la famille, l'entretien se déroule plus facilement. Et puis, la deuxième cause, c'est l'entretien lui-même. Est-ce que cet entretien a été mené par des professionnels qui ont reçu une formation adaptée à cet entretien à la famille? Est-ce que les règles qui sont posées par l'Agence de la biomédecine sont bien respectées? Et ces règles sont simples. C'est que le réanimateur qui a pris le patient en charge annonce le décès. C'est à lui de dire en tant que médecin que la personne est morte. Et souvent, quelques-uns ont un peu du mal à le dire. Et l'infirmier de coordination, qui lui a reçu une formation à cet entretien avec la famille, pose la question du prélèvement. Et je crois que c'est très important de scinder les deux pour qu'il soit bien clair dans l'esprit de la famille. Et c'est encore une fois au médecin de le dire que la personne est décédée, et à l'infirmier de coordination de présenter la question du prélèvement. Je crois que la question de la professionnalisation de ce qu'est le recueil du consentement, l'organisation de l'activité de prélèvement dans les hôpitaux, la fonction de coordination des prélèvements, un organisme également national qui était à même d'atténuer les conflits, de faire en sorte qu'il y ait plus de dysfonctionnement autour des questions cruciales que sont le recueil du consentement, la répartition des greffons. Tous ces éléments-là sont des éléments qui ont, je crois, injecté de la sérénité, si vous voulez, dans l'organisation générale du système et qui ont permis que petit à petit il y ait une meilleure coopération entre les équipes de prélèvement, les équipes de greffe. Voilà, je pense que c'est un ensemble, mais le rôle je veux dire, l'information de la population, le rôle des médias, le fait que les médias, par exemple, moi je me souviens dans les années 90, 91, 92, la greffe c'était le scandale, on parlait de tricherie, on parlait de dessous de table, on parlait d'histoires épouvantables. Bon, je crois qu'aujourd'hui, dans la presse, on voit plutôt des choses positives. Disons que c'est une activité qui me semble actuellement plutôt soutenue par les médias, qui est souvent associée à des campagnes d'information de manière plutôt constructive. La grande question, elle est peut-être moins dans l'information que dans la capacité qu'on a à mettre sur la table ce sujet, y compris en famille, à évoquer combien de fois en famille on parle vraiment de manière assez libre de comment est-ce que après la mort, l'enterrement, la crémation, l'héritage, ces sujets-là ne sont pas faciles à aborder en famille. Or, finalement, aborder la question du don d'organes, c'est bien poser ce genre de questions. Et au bout du compte, ça n'a de sens que si c'est posé en famille. Donc, à mon avis, la grande question, elle est plutôt là. C'est que il peut y avoir, bien sûr, un besoin d'information. Il faut que les jeunes apprennent, sachent qu'est-ce que c'est, la greffe, etc. D'accord, mais ça, je crois que c'est un peu fait. En revanche, ce qui n'est probablement pas fait,
parce que c'est une initiative difficile, c'est qu'effectivement, on aborde la question du don d'organes au moins une fois en famille, de manière sérieuse. Ça, c'est un sujet difficile. On en parle beaucoup en ce moment parce qu'il y a des espoirs, bien sûr, au niveau de la recherche, mais aujourd'hui, les recherches sont quand même à un stade qui n'est pas encore celui de la proposition thérapeutique pour un patient. En ce qui concerne les cellules souches embryonnaires, on en est très très loin. On est vraiment à des stades de recherche fondamentale qui, pour l'instant, ne permettent pas d'envisager des thérapeutiques. Pour les cellules souches adultes, il y a des essais cliniques qui sont en cours, mais pour l'instant, je crois que c'est quand même encore expérimental. C'est très intéressant parce qu'on s'est aperçu évidemment qu'en prenant ces fameuses cellules souches, les vraies, c'est celles de l'embryon, parce que l'embryon, c'est quelques cellules, il faut faire un corps entier et tous les organes. Mais enfin, on s'est aperçu que dans notre organisme, même adulte, il restait des cellules souches aussi, sans prendre celles de l'embryon, parce que ça pose des problèmes moraux. Mais ces cellules souches, elles sont surtout dans notre moelle osseuse, c'est-à-dire la moelle qui, dans nos os, fabrique tous les globules rouges du sang. Et d'autres choses aussi. Donc, actuellement, toutes les recherches portent sur l'isolement de ces cellules souches et la façon de les mettre dans un milieu particulier pour faire un foie, pour faire un rein, pour faire un poumon. On en est loin, mais voyez-vous, là, il y a un avenir certain pour cette recherche. Alors, bien sûr, ça serait formidable, surtout si on les prélève sur la personne, ces cellules souches, qui est elle-même malade, parce que si on la prélève sur quelqu'un d'autre, il y aura le problème du rejet, et qui persistera. Et donc, ça, ce sera vraiment un espoir considérable. En revanche, il y a d'autres moyens, bien sûr, d'augmenter le pool de greffons disponibles, et donc le nombre de greffes. C'est d'abord la greffe à partir de donneurs vivants. Parce que, en tout cas pour le rein, aujourd'hui, c'est une greffe qui est très bien maîtrisée, qui pose très très peu de problèmes pour le donneur, parce qu'il faut bien dire, il a subi une sélection rigoureuse avant qu'on l'autorise à faire ce don. Et donc, c'est quelqu'un qui est en parfait état de santé et sur lequel on a fait tous les examens nécessaires pour s'assurer qu'il ne prend pas de risque médical en donnant. Donc, il y a vraiment très très peu de problèmes sur ces greffes et on n'a pas de scrupules à proposer aujourd'hui de faire des greffes de reins à partir de donneurs vivants. Un donneur vivant permet de pallier la pénurie des greffons. Ça pose des problèmes éthiques difficiles. En France, évidemment, ça doit être strictement familial, ce qui est le cas. C'est tout un autre domaine de la chirurgie, de la transplantation qui est en train de s'ouvrir et de se développer. Et je pense que, je dirais malheureusement, aujourd'hui, c'est la façon de pallier en matière de transplantation hépatique la pénurie de greffes. En 2005, l'activité de greffe rénale à partir de donneurs vivants a augmenté de 20%. On part d'assez bas en France. Ça augmente vite, mais parce qu'on part d'un niveau faible. Je crois que dans les années à venir, on va voir augmenter le nombre de transplantations rénales à partir de donneurs vivants. La loi de bioéthique a élargi le cercle des donneurs vivants, c'est-à-dire les personnes qui peuvent donner un rein à un membre de leur famille. Ça n'est plus seulement les parents, les enfants et les frères et sœurs, ce sont aussi tous les parents au second degré, le conjoint du donneur, c'est très important, toute personne pouvant attester de 2 ans de vie commune avec le donneur. Donc on est quand même dans un régime plus ouvert que précédemment. En contrepartie, on a soumis ces prélèvements à une autorisation qui est délivrée par un comité qui va auditionner le donneur, un comité de 5 personnes, et qui va s'assurer que le donneur a bien compris toute l'information relative au don et qu'il est parfaitement consentant. Donc ça, je pense que c'était une précaution importante qui permet justement d'élargir le nombre de personnes qui peuvent donner. Donc ce dispositif s'est mis en place dans le courant de l'année 2005. Il faut attendre de voir un petit peu comment il fonctionne, mais en tout cas, il a eu plutôt pour effet d'augmenter
le nombre de greffes, sachant que la limite peut-être aujourd'hui, c'est la capacité des équipes à prendre en charge les demandes des familles, et que là aussi, il faut qu'on travaille maintenant avec les équipes, parce que prendre en charge une greffe avec un donneur vivant, c'est 2 fois plus de travail d'une certaine façon, puisqu'il faut prendre en charge le receveur, mais il faut aussi prendre en charge le donneur, faire tous les bilans médicaux, il faut prévoir le bloc opératoire pour le prélever, il faut lui apporter tous les soins qui lui est dû, parce que c'est plus seulement un donneur, c'est aussi un patient, ça devient un patient forcément. Donc aujourd'hui, il faut aider, je crois, les équipes à développer ce type de greffe dans les meilleures conditions. Mais il y a une demande, et je pense qu'elle va se poursuivre. Les donneurs à cœur arrêtés. C'est un projet qu'on est en train de mettre au point en France, mais qui a déjà été appliqué dans certains pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, on a le droit de prélever des organes, avec toutes les autorisations nécessaires, bien entendu, chez le vivant, ou après la mort cérébrale, c'est-à-dire à cœur encore battant. Et cœur battant est mis dans la loi. Donc, par conséquent, premièrement, la loi doit être modifiée pour permettre également de prélever après la mort à cœur arrêté. Et deuxièmement, il faut maintenant s'assurer de toute la logistique, on veut dire, de toute l'organisation. Parce que ça nécessite une organisation formidable. En effet, quand arrête-t-on son cœur? On l'arrête dans différentes circonstances. Mais il ne faut évidemment pas que ce soit au terme d'une maladie telle que notre organisme et nos organes ne soient pas valables. Donc c'est un peu, là encore, à la suite d'un accident, si j'ose dire. Et par conséquent, c'est un accident dans lequel le cœur s'est arrêté et qu'on ne peut pas réanimer, qu'on ne peut pas relancer. Alors ça peut se produire sur la route. Donc il faut que le SAMU s'organise, qu'il ait des appareillages et tout pour pouvoir masser le cœur ou pouvoir avoir un appareil de massage cardiaque, etc., en plus de l'appareil respiratoire. Ça peut se produire à l'hôpital. Et de toute façon, le malade arrivera à l'hôpital. Et là, il faut qu'on ait prévu tout. Il faut qu'on ait prévu presque une salle où il y aura une équipe prête, ou en tout cas joignable très facilement, pour tout de suite mettre en route la préservation des organes, puisque là, le décès a été constaté. Ça, de ce côté-là, vis-à-vis des familles, la situation est claire. Mais si on veut prélever les organes, il faut mettre en route un système de perfusion, en particulier les organes abdominaux, pour les refroidir et leur conserver leur vitalité. Donc, ça, évidemment, c'est un problème aussi. Est-ce qu'on a le droit de faire ça sans avoir eu l'avis des familles? Or, dans ces cas-là, c'est un cas d'urgence, et ça, on ne peut pas, forcément, sur la route, s'il n'y a pas la famille, on ne peut pas dire, attention, faire ça. Puis, c'est pas comme ça qu'on peut le faire. Donc, il faut le mettre en route, et après, en parler à la famille, en disant, eh bien, selon les dispositions actuelles, eh bien, nous avons un système qui permet de conserver des organes, mais bien entendu, là encore, etc., il faut s'assurer que le défunt n'a pas de maladie contagieuse, que ses organes sont en bon état, qu'il n'a pas de maladie sur certains organes, et troisièmement, qui est les autorisations légales, c'est-à-dire qu'il n'ait pas fait obstacle, qu'il n'a pas de refus au don d'organes. C'est vous qui pouvez nous le dire, et avec le registre des refus. Donc, voyez-vous, ça nécessite 3 choses principales. D'abord, une modification de la loi, je crois que ça a été fait, une organisation sur place et à l'hôpital, importante, et enfin, un problème d'information des familles. C'est vrai qu'aujourd'hui, le sujet de la xénogreffe est un tout petit peu passé à l'arrière-plan. Moi, je suis convaincu qu'il reviendra un jour. Ça fait 100 ans qu'on pense à la xénogreffe, ça reste malgré tout une solution qui serait une solution absolument formidable, mais elle se heurte à d'énormes obstacles. Mais il n'est pas exclu qu'un jour, elle refasse surface. Pourquoi n'a-t-on pas fait ça? Eh bien, parce que ça se passait au moment de la vache folle. Et on s'est aperçu que certaines infections, virus, pouvaient passer de l'animal à l'homme. Et on n'était pas sûr qu'on avait détecté chez le porc tous les virus capables d'aller chez l'être humain. On s'en aperçoit maintenant que la grippe aviaire et déterminer des épidémies considérables. Donc, on a arrêté pour l'instant ces recherches et on cherche plutôt chez le porc à identifier tous les virus possibles
qui gênerait la transplantation d'organes d'animaux. Les constantes, par exemple, les constantes biologiques chez le porc ne sont pas les mêmes que chez l'homme. Et donc, un foie de porc, s'il fonctionne chez l'homme, il va fonctionner comme un foie de porc, non pas comme un foie d'homme. Et on risque d'avoir même des maladies métaboliques qu'on ignore complètement actuellement. Le foie transmet des maladies métaboliques. Donc on peut avoir des maladies métaboliques. Donc il y a une grande inconnue pour le foie, justement en raison de sa fonction. Évidemment, on est heureux de bien faire notre travail. Et quand on a fait une opération qui, nous semble-t-il, sauvait quelqu'un, on en est très, très heureux parce qu'on a l'impression d'avoir fait bien notre travail. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que dans ce domaine, c'est toute une équipe. Hein, moi, je disais toujours, je ne suis pas toujours sûr de réussir, mais l'équipe, ça je suis sûr qu'avec l'équipe, ils réussiront, eux. Et c'est vrai, c'était comme ça que ça se passait. Donc, premièrement, satisfaction d'avoir correctement fait son travail. Deuxièmement, la satisfaction de voir quelqu'un quitter l'hôpital et vous dire au revoir. Parce que ça, moi, je faisais bien attention. Et toujours, les malades disent, avant de partir, on voudrait dire au revoir aux chirurgiens, bien sûr. Alors, il faut toujours aller les voir, surtout quand ils vont partir. Et ça, de les voir partir, la dernière poignée de main, ça, c'est sensationnel. Bon, après, il y a des gens qui nous écrivent, il y a des gens qui seront devenus des amis parce que on les voit, on les suit souvent, surtout les greffés, bien entendu. Mais c'est la satisfaction de les voir partir, c'est la meilleure récompense. Moi, j'ai des malades qui... quand ils s'adressent à moi, m'écrivent tous les ans en me donnant l'âge de leur transplantation. En disant, j'ai 5 ans, j'ai 10 ans, et je suis le père, entre guillemets. Bah, c'est des relations auxquelles on est très sensible. Vous savez, les relations qu'il y a, je parle de façon générale, entre un médecin et un malade sont toujours très forts. Mais il m'arrive, pour des malades pour lesquels j'ai beaucoup investi, transplantés ou non transplantés, mais les transplantés ont été un grand investissement, de leur demander de venir me voir. Mais je leur précise quelquefois, je leur dis, vous, ça ne vous apportera rien, mais venez me voir pour moi, parce que ça me fait plaisir de vous voir. Voilà. Et, donc c'est réciproque. C'est réciproque. Voilà, il justifie tous les efforts que nous avons faits, il justifie même notre vie. Vous savez, une vie c'est le métier. Et donc, ils justifient notre métier. C'est pour ça qu'on tient beaucoup à eux, c'est notre justification. C'est encore valable, encore plus, pour les pionniers. We always have a choice, or at least I think we do. We can always use our voice. I thought this to be true. We can live in fear, extend ourselves to love.